Ouais. La première voix qu'on entend, c'est peut-être celle de la mère ou du père qui lit un récit. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu aussi avec tout à l'heure Carole et Adéide, qui nous parlaient de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles lisaient à leurs enfants. Chose qu'on a entendue aussi chez vous, votre lecture à votre fils. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et qu'on va peut-être entendre avec François-Henri Désérable, qu'on s'apprête à recevoir pour le dernier questionnaire lecture de la soirée. François-Henri Désérable, un certain Monsieur Pichelny, c'est son livre paru aux éditions Gallimard. Alexandre. Alors ça, c'est vraiment un livre de lecteur. On parlait de Proust, Ouais. qui était un lecteur-écrivain ou un écrivain-lecteur. C'est le cas de beaucoup d'écrivains contemporains. Pascal Quignard, enfin beaucoup de gens qu'on admire. Pierre Michon, qu'on citait tout à l'heure, et qui est une des grandes admirations de François-René Désérable. C'est un livre de lecteur parce que c'est l'histoire d'une rencontre lorsque François-Henri se retrouve un peu abandonné, sans moyen de déplacement en Lituanie, et qu'il tombe sur une façade où il voit comme ça un endroit où habitait un personnage mineur de Romain Gary dans La promesse de l'aube, et ça démarre une enquête, une très belle enquête sur la vérité en littérature, la vérité de Romain Gary qui s'inventait sa vie comme on le sait, sur aussi ce personnage-là. Est-ce que c'est une histoire qui va dire les Juifs lituaniens, leur destinée funeste? Est-ce que c'est une image de Romain Gary? Et donc, tout le long du roman, on est dans une enquête sur l'imaginaire d'un personnage et sur les quelques traces qu'on peut avoir de ce personnage. D'où un texte qui est vraiment nourri de lecture, qui est nourri d'attitude à l'égard de la lecture. Il y a des formidables passages où Désérable raconte comment Oscar Wilde était ému par ses lectures au point de considérer que la mort de Rubempré était le plus tragique événement qui soit arrivé. Donc c'est un lecteur qui réfléchit sur un souvenir de lecture et qui parle d'autres lecteurs qui se souviennent de lecture. Et je crois que ça fait toute la valeur de sa présence pour nous ici ce soir. Absolument. François-Henri Désérable est avec nous. Tu te mets là et je vais décaler ça. Regarde. Non, tu te mets sur le dernier. Et je vais te ramener un micro si tu préfères. Tu veux un autre micro? Voilà. Ça va, ça vous gêne pas? François-Henri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'avais très envie de vous rencontrer pour qu'on puisse partager effectivement l'immense lecteur que vous êtes. Alexandre vient de parler de Romain Gary, mais il y a plein d'autres auteurs dont on va pouvoir parler tous les deux ce soir. Alors, François-Henri, quel est votre rapport à la lecture? Mon rapport à la lecture, c'est l'essentiel de ma vie. Vous savez, il y a une phrase de Borges que j'aime beaucoup. Il disait « Certains se flattent des livres qu'ils ont écrits. Pour ma part, je suis fier de ceux que j'ai lus. » Eh bien, je crois que cette phrase, je pourrais la faire mienne. Et l'essentiel de mon temps, je le passe allongé sur un canapé, un livre à la main. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain, précisément, c'est parce que je voulais que, me trouvant un mercredi après-midi, allongé, avec un livre, on baisse la voix et avec une tonalité respectueuse, on dit « Chut, il travaille ». Et donc, la lecture fait partie de ma vie. Vous savez, il y a un livre de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, il s'appelle « Les mots », que tout le monde connaît évidemment, et il divise les deux parties de sa vie entre lire et écrire. Eh bien, voilà, je crois que ma vie aujourd'hui se divise entre lire et écrire. Mais je préfère la lecture à l'écriture. À l'écriture? Nous, on adore vous lire, en tout cas. Merci. Votre premier contact avec les livres, vos premiers souvenirs? C'est Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, j'avais 2 ans et demi. Ah oui. Que j'ai lu dans la langue originale, bien sûr. Non, c'était un truc qui s'appelait Vif Argent, avec lequel j'ai appris à lire en CP. Et c'était l'histoire d'un type qui s'appelait Joseph Valverdu, et donc c'était l'histoire d'un petit chiot qui était abandonné, qui était recueilli, qui jouait dans un cirque. Enfin, j'ai appris à lire avec ce livre. Avec ce livre. Voilà. Mais je ne l'ai pas relu depuis. Le premier livre qui vous a marqué? Le premier livre dont la lecture m'a vraiment marqué, je crois que c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'avais 13 ou 14 ans et
j'étais à Chamonix à un stage de hockey sur glace, parce que je jouais beaucoup au hockey sur glace. Et je me souviens très bien de la lecture de ce livre que je lisais dans le dortoir pendant que mes compagnons de chambraient s'adonnaient à d'autres activités moins littéraires. Mais c'est un souvenir très marquant. Ouais, vraiment. Alors, le premier auteur que vous avez aimé? Dumas est un des premiers auteurs que j'ai vraiment aimé, mais le premier auteur dont j'ai vraiment aimé toute l'œuvre, c'est un auteur qu'a cité Thibaut de Montalembert. On a un peu honte de lire des extraits après lui. C'est Pierre Michon, dont il vient de parler, dont je trouve toute l'œuvre absolument fabuleuse, et dont Alexandre a beaucoup parlé aussi dans ses essais, notamment dans son essai sur les vies imaginaires de Plutarque à Michon. Pierre Michon, qui est vraiment un des plus grands auteurs, peut-être le plus grand auteur contemporain aujourd'hui, et qui est notre Flaubert contemporain. C'est un beau compliment pour Pierre Michon. Ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire? Rien en fait, parce que la lecture m'emmerdait prodigieusement, moi, lorsque j'étais... non mais vraiment, pour moi c'était une sorte d'injonction scolaire, et tout ce qui m'intéressait c'était de jouer au hockey sur glace de 0 à 18 ans. Et j'ai commencé à prendre un véritable plaisir à lire à partir de 17-18 ans, mais au départ, non, la lecture, c'était quelque chose de... Non, pas du tout. Le premier livre qui vous a parlé d'amour? C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. J'entends une sorte de petit murmure d'approbation. Adélaïde en parlait tout à l'heure. Elle en a parlé tout à l'heure. Je me souviens très bien de ma lecture de Belle du Seigneur. J'avais poussé la porte d'une bibliothèque à Amiens, qui était la bibliothèque Louis Aragon. Alors, je ne savais pas qui était Louis Aragon à l'époque. Et je regarde les rayonnages et je vois ce très gros livre de 1110 pages dans l'édition Folio. Et je l'ouvre et je commence à lire Belle du Seigneur, avec cette arrivée de Solal qui est grimé en vieillard édenté, et qui souhaite séduire Ariane, la femme d'un de ses subordonnés à la Société des Nations. Et ça commence par descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt, aux éclats dispersés de soleil immobile, aux forêts d'antique effroi. Mais là, on a un peu de retard, donc j'ai pas le temps de lire les 1110 pages. Le livre que vous aimez offrir? Le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qui est un livre que je trouve absolument bouleversant, et que j'ai lu lorsque j'avais 20 ans. J'étais étudiant à Lyon, et donc vous savez, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et je l'avais lu entièrement à la FNAC. Il y avait une sorte de café à la FNAC, et je l'avais lu entièrement au FNAC Café, donc j'étais venu 3 après-midi de suite, et je me souviens très bien, à la fin du livre, je pleurais. Il y a 2 livres qui m'ont fait pleurer, c'est Belle du Seigneur et D'autres vies que la mienne, et je me disais, ce con de Carrère est en train de me faire chialer au FNAC Café. Et je l'ai ensuite reposé en rayon, parce que je ne pouvais pas le payer. Enfin, je ne pouvais pas, si je pouvais, mais voilà, 20 balles quand on est étudiant, c'est énorme. C'est beaucoup. Et depuis, c'est le livre que j'ai le plus offert, donc je me suis vraiment rattrapé. Le livre que vous avez le plus relu? C'est sans doute celui-là, plus les Michons. Une citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement. Alors, vous nous avez déjà fait un premier cadeau, mais... Ah oui, alors c'est au tout début des 3 Mousquetaires, lorsque le père d'Artagnan s'adresse à son fils qui s'apprête à partir pour Paris, et il lui dit, il vous voit, son fils, il lui dit, vous êtes jeune, vous devez être brave par 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et qu'il y a par conséquent 2 fois du courage à se battre.
Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Ce qui change un peu du conseil un peu classique, ne rentre pas trop tard, couvre-toi bien en sortant, etc. Ouais, cette phrase m'avait marqué, et c'est vrai que il faudrait que tous les pères de famille, comme ça, prodiguent ces conseils-là à leurs enfants. Battez-vous à tout propos. La plus grande vertu de la lecture, selon vous? Je crois que c'est de chasser un des grands mots contemporains qui est l'ennui. Il y a beaucoup de livres aussi qui sont nés de l'ennui. Si Mary Shelley a écrit Frankenstein, c'est parce qu'en 1816, elle se retrouve à la Villa Diodati, au bord du lac Léman. C'est un été pourri, il pleut, elle est avec Byron, elle est avec son mari, et alors ils se racontent des histoires et elle commence à écrire Frankenstein. Si Proust a écrit La Recherche, c'est parce qu'il s'ennuyait un peu, il voulait revivre un peu tout ce qu'il avait vécu. Si Casanova a écrit ses mémoires, c'est parce qu'il se retrouvait dans le château de Dux en Bohême, et qu'il était un vieillard édenté qui ne pouvait plus séduire les femmes, qui ne pouvait plus faire la conversation aux hommes, et qui a donc décidé de revivre sa vie. Donc je crois qu'une des grandes vertus de la littérature, c'est de chasser l'ennui. Alors l'ennui a fait écrire des écrivains, et puis a fait en sorte que des lecteurs ne s'ennuient plus. Et à partir du moment où on aime lire, eh bien, on ne peut plus s'ennuyer. Bon, si on a un livre sous la main. Alors, bon, si on a un bon livre sous la main, parce qu'on peut, voilà, on peut aussi avoir un Joël Dicker entre les mains, et ça, c'est... Est-ce qu'il y a un personnage de roman dont vous êtes tombé amoureux ou dont vous auriez pu tomber amoureux? Un personnage de roman dont j'aurais pu tomber amoureux, ouais. Je ne sais pas... peut-être Ariane dans Belle du Seigneur, ouais. En fait, on a, comme ça fait 1h30 que j'étais en coulisses, il y a une sorte de bouteille de vin donc je bois un peu d'eau. Alors, votre titre de livre préféré, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il fallait qu'on prétende qu'en fait, vous ne m'aviez pas posé les questions au préalable, et il fallait que je... Si on avait voulu le faire, Carole, tout à l'heure, a complètement... D'accord, bon. Du coup, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir, enfin, je peux pas donner l'impression d'avoir de l'esprit en répondant spontanément à des questions que vous m'avez déjà posées. Mais vous variez les réponses. Je varie la réponse, c'est vrai que je donne des réponses différentes à celles que je vous avais données. Absolument, donc vous avez beaucoup d'esprit. Mais là, ma réponse est la même. Elle n'a pas varié. Il y en a 3. La Belle au bois dormant. Je trouve que c'est un très beau titre. Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. Mais le plus beau titre de la littérature, pour moi, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Alors, quelle est la place des livres dans votre maison? Je les classe pour des raisons autant pratiques qu'esthétiques par maison d'édition. Ouais. Alors, il y a les étagères blanches avec Gallimard et POL et Minuit. Il y a les étagères jaunes avec Verdier ou Grasset. Il y a certains auteurs qui ont leur propre étagère. Alors, il y a Pierre Michon, il y a Nicolas Bouvier, il y a Flaubert. Il y a une étagère qui est dévolue à la poésie, qui est juste à côté de mon lit. Ce sont mes livres de chevet au sens premier du terme. Donc oui, c'est par maison d'édition. Et du coup, vous vivez un peu dans une bibliothèque? Oui. Bon, à Paris, c'est assez facile. Enfin, quand on est un peu lecteur, on a peu de mètres carrés, donc on peut les remplir assez facilement. Avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance? La grande correspondance, enfin la correspondance de Flaubert est absolument extraordinaire. Ce qui est fascinant lorsqu'on lit la correspondance de Flaubert, c'est qu'on se rend compte que le génie n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit à quel point il est difficile pour lui d'écrire. Flaubert, d'ailleurs, lorsqu'il envoie des lettres à Louis, parce que pendant 4 ans et demi, il est en train d'écrire Madame Bovary, et quasiment chaque jour, il envoie une lettre à Louise Collet, et on peut suivre étape par étape la rédaction de Madame Bovary. Et alors il écrit des trucs comme « Quelle chienne de choses que la prose, je n'en peux plus. Hier j'ai fait mourir ma Bovary, j'avais si bien le goût de l'arsenic dans la bouche que je me suis donné 2 indigestions coup sur coup et que j'ai vomi tout mon dîner. » Donc on voit à quel point il était difficile pour Flaubert d'écrire. Donc si j'avais pu avoir une correspondance, ça serait avec Flaubert. Ou alors, bon, comme il est mort, avec Pierre Michon, qui d'ailleurs a écrit une très belle page sur la difficulté d'écrire de Flaubert. Pierre Michon dit « Il existe peut-être un moyen de sauver Flaubert.
de sauver la vie de Flaubert. Sa prose n'a pas besoin de moi. C'est de supposer qu'il a menti, qu'il n'a jamais fait le moine ni le forçat. C'est de supposer qu'il n'a rien fait de ses 10 doigts, la plupart du temps à croisser, qu'il a joui de la Seine, du vent dans les peupliers, de sa petite nièce mangeant des confitures, des grandes vaches dans les champs, des grandes femmes de temps en temps, de la débauche qu'est la lecture, de la luxure qu'est le savoir, et que ça et là, de chic pour marquer le temps, pour épater les Parisiens, pour donner du travail à ces flagorneurs dans Paris, il soit tout de même monté dans son cagibi et y ait écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement. Bon, voilà, selon Michon. Non, vous n'avez pas à applaudir à chaque fois. Mais c'est magnifique à chaque voilà, fois la façon selon dont Michon, vous applaudissez Michon, voilà selon Michon la façon de sauver Flaubert. Mais on sait que Flaubert a souffert, a sué sur sa page, et je crois que c'est quelque chose d'assez réjouissant pour n'importe quel aspirant écrivain. Moi, je crois fondamentalement que ça peut paraître un peu démago, mais que tout un chacun est capable d'écrire comme Flaubert. Mais il faut s'en donner le mal, il faut vraiment travailler, il faut avoir un orgueil assez démesuré aussi, je crois. Et voilà. C'est quand même très beau à chaque fois quand vous partagez ces pages. Mais on récite plus assez de... Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très ému. C'est très rare et c'est très beau. J'étais très ému d'écouter votre lecture tout à l'heure de Moby Dick. Moi, je serais incapable de réciter... Non, mais je serais vraiment... Et voilà, il faudrait qu'il y ait une sorte de fusion des deux. Et voilà, et bon, ça s'appellerait Fabrice Lucchini, quoi, après. Ils vont faire applaudir. Alors, François-Henri, est-ce que vous voulez partager avec nous le souvenir d'une lecture heureuse ? Bien, il y a quelque temps, j'étais en Suisse, à Genève, là où est né Nicolas Bouvier, qui est pour moi un des plus grands écrivains, un écrivain voyageur. Je crois que un certain nombre d'entre vous ont dû lire L'usage du monde, qui est son récit de voyage qu'ils ont commencé à Belgrade avec son ami Thierry Vernet dans les années 50 et qu'ils ont terminé en Afghanistan, qui est très beau. Là encore, je pourrais réciter quelques pages de Bouvier, mais en tout cas, la première page de L'usage du monde, nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais en de pareilles circonstances, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. En vérité, on ne saurait dire ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ça donne un aperçu de la prose de Bouvier qui est absolument, moi, je trouve, sensationnelle. Et j'étais donc à Genève où Bouvier a été enterré. Je crois qu'il est mort en 1998 et il est enterré dans un cimetière à Colonie, donc juste à côté de Genève. Et je vais voir sa tombe. Et il y avait des fleurs comme ça sur sa pierre tombale. Et quelqu'un avait glissé un petit mot comme ça dans les fleurs. Et c'était marqué « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel. » C'est beau. Magnifique. J'ose plus vous applaudir. Alors, je trouve ça... Oscar Wilde avait une très belle phrase. Il disait je me crois sourd lorsque je n'entends plus d'applaudissements. Alors, je trouve ça très beau de vous écouter, donc je propose qu'on lise peut-être que vous nous récitez. Oui, alors le truc, c'est que en fait, juste avant, j'ai voulu imprimer Éric Chevillard, ouais, l'autofictif. Et bon, c'est un truc classique, quoi, panne d'imprimante. Bon. Et donc, je me suis envoyé quand même l'autofictif par mail. Et donc, je vais être obligé de le lire sur mon téléphone portable. Oui, on peut réciter autre chose. Ça fait un peu 21e siècle. Bon.
Et alors, pour vous expliquer l'autofictif, donc Éric Chevillard est un écrivain vivant qui publie aux éditions de Minuit, qui a publié une vingtaine de livres et qui en parallèle tient un blog chaque jour qui s'appelle l'autofictif, donc sur Internet, et sur lequel il poste depuis 10 ans 3 phrases par jour. Et je trouve que pour moi, c'est un des plus grands esprits contemporains. Et il vient d'ailleurs de publier un livre, là, à la rentrée de janvier, qui s'appelle « L'explosion de la tortue ». Alors, j'ai sélectionné quelques phrases comme ça, au hasard, dans l'autofictif. Et il est publié également, donc l'autofictif est en ligne, mais il est aussi publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Alors donc j'ai sélectionné quelques phrases que je peux vous lire, donc il y en a pour 5 minutes, mais j'espère que ça vous donnera envie, en tout cas à ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir Éric Chevillard, et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, puisqu'il est, il est déjà d'ailleurs passé par la maison de la poésie. Alors voilà une phrase. « Lorsque les enquêteurs parviennent à démontrer la culpabilité d'un assassin, celui-ci est condamné et jeté en prison. Or, tu peux bien rassembler les preuves les plus accablantes de la médiocrité d'un écrivain, des aveux signés de sa main. Celui-ci continuera à se pavaner en tête des ventes. La réponse judiciaire est ici complètement inadaptée. » Alors une autre. Trouvant dans l'herbe un fer à cheval, il s'empressa de jouer aux courses en serrant sur son cœur ce porte-bonheur. Mais le cheval sur lequel il avait parié toutes ses économies franchit la ligne bon dernier en claudiquant lamentablement. On devine pourquoi. Tu souffres, relativise. Représente-toi, par exemple, l'angoisse de la page blanche quand se penche sur elle Alexandre Jardin. Oh, il n'y a que dans ces livres que j'éprouve de telles émotions. À chaque fois qu'il conclut une de ces phrases par un point, mon cœur se met à battre follement, mon espoir se ranime. Renoncerait-il enfin à la littérature ? Dans le même genre, son roman a fait grand bruit en dévalant le toboggan de mon vide ordure. Alors là, il y en a une que j'aime beaucoup, mais que j'ai lue tout à l'heure à ma femme en venant, parce que je lui ai lu, on était dans le métro, et je lui ai dit, est-ce que tu peux lire les phrases de Chevillard ? Elle me dit, celle que je devrais garder ou pas, et elle m'a dit, celle-là n'est pas bonne, mais moi je la trouve bonne, donc je vais quand même vous la lire. Les chaînes H&M, Gap, Comptoir des Cotonniers, Promode, Pimki, Carole, Jennifer, Etam et Princesse Tam Tam manifestent une inquiétude grandissante suite aux OPA de la librairie, au plaisir de lire de la littérature pointue, qui rachètent une à une leurs enseignes et leurs boutiques pour s'y déployer sauvagement. On rêve d'un monde où cette librairie se déploierait sauvagement. C'est un tour vicieux de la critique de demander à un livre d'être aussi ce qu'il n'est pas. Cela donne des commentaires du genre « Ce roman farcesque et de bout en bout hilarant ne s'interroge jamais, hélas, sur le douloureux tourment de l'homme promis au néant. » Ou, inversement donc, « Il manque peut-être à ce livre qui décrit si magistralement l'errance dans la poussière brûlante d'un peuple épuisé par la maladie et la famine, un peu de légèreté et de rieuse désinvolture. » En voyant ma compagne et mes filles échanger leur virus avec constance et gémir de concert, le front fiévreux, le ventre noué, tandis que je n'éprouve aucun dérangement, j'ai parfois un peu de mal à me représenter que j'ai pourtant bien là devant moi une future veuve et 2 orphelines. Ah là, il y en a une qui pourrait être très d'actualité. Mon contemporain n'a pas découvert le feu, il n'a pas inventé la roue, certes, mais synthétisant hardiment les travaux de ses pairs, il a été le premier à enflammer un pneu. Alors celle-là, est un peu... vous allez voir. Qui n'a jamais cru se débarrasser de son acné juvénile en étalant sur son visage le sperme de ses masturbations, lançai-je à la tablée. Mais je fus lâchement abandonné à la solitude de mon témoignage par ses convives hypocrites, et, dès le lendemain, Paris me retirait mon mandat d'attaché d'ambassade auprès de la famille royale d'Angleterre. Je réclame qu'une autopsie de mon corps soit pratiquée après mon décès. Si le médecin légiste ne découvre sur ma personne nulle trace de coup, de strangulation, ni de poison dans mes entrailles, alors Dieu sera clairement désigné comme responsable de ma mort. Je veux croire qu'il sera lourdement condamné. J'ai confiance en la justice de mon pays. Lasse de la domination masculine et désireuse de passer dans le camp des maîtres de ce monde,
Marie-Astrid entreprit sa mutation d'un sexe à l'autre. Ingrat et pénible parcours administratif et médical. Prise quotidienne d'hormones, greffe d'un pénis confectionné avec la peau de ses seins, bref, un vrai chemin de croix. Au terme duquel, enfin, Marie-Astrid fut autorisée à se prénommer Jean-René et à porter la moustache. Hélas, il lui fallut renoncer à jouir des privilèges traditionnellement associés à cette condition, puisque durant les longues années nécessaires à sa métamorphose, le pouvoir économique, social et domestique avait changé de main et que les femmes, désormais, tenaient le monde sous leur coupe. Une montagne de légumes à éplucher pour la soupe attendait Jean-René dans sa cuisine. Celle-là, je l'adore. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le baseball est un sport absurde et incompréhensible. Il est en effet bien aisé de deviner que ces règles aberrantes ont été fixées par des casseurs et des criminels désireux de favoriser la libre circulation de cette arme terrible, la batte, dont le véritable usage nous est révélé trop souvent au travers de faits divers sanglants. Reconnaissant toutefois que l'invention prétexte de ce prétendu sport collectif dénote chez ces brutes un esprit de ruse et d'astuce qui fit par exemple complètement défaut à Mikhaïl Timofeïevitch Kalachnikov. Une petite dernière? Alors, 3 dernières. Allez. Quoi? Alors là, jamais je n'aurais pu soupçonner une telle chose, vraiment. Un voisin sans histoire, toujours aimable. Bon, attendez, entre nous, c'était toujours bonjour, bonsoir, ça n'allait pas plus loin. Mais un jour, par exemple, il m'a donné le coup de main pour monter la nouvelle machine à laver à l'appartement. Et maintenant, vous me dites qu'il est un lecteur de Christine Angot? Et là, je vous ai dit qu'il avait publié donc il venait de publier un roman, donc 2 dernières. Aujourd'hui sort en librairie mon nouveau roman que mon éditeur, ordinairement si vache avec moi, n'hésite pas à qualifier de remarquable. Que mon meilleur ami, dont la franchise si souvent me blesse, considère comme le livre le plus important de ces dernières années, et que ma compagne, qui me fait la vie si dure, tient pour un chef-d'œuvre. Je cite délibérément et par honnêteté les opinions de 3 personnes fort mal disposées à mon égard, afin de ne pas passer pour complaisant. Et alors, son roman qui vient de paraître s'appelle « L'explosion de la tortue ». Et donc, vous allez donc comprendre la dernière phrase. « Quand explose une tortue, la sérotonine que contenait son organisme se répand partout alentour et forme une flaque, d'abord, qui enfle jusqu'à se transformer bientôt en raz de marée, en tsunami. C'est un phénomène rare, toujours fascinant à observer. » Voilà. Donc c'est Éric Chevillard, l'autofictif, que vous pouvez suivre chaque jour en ligne sur Internet et puis acheter les livres d'Éric Chevillard, qui est vraiment un auteur pas assez lu et qui pourtant figure parmi les auteurs les plus importants, je crois, de la littérature contemporaine. Et Alexandre sera sans doute d'accord avec moi. Il faut défendre Chevillard et il faut défendre aussi ces formes de lecture brève. La lecture, c'est pas seulement une journée entière au lit lorsqu'on est un peu malade à lire Moby Dick, c'est aussi lire Chevillard tous les matins. Donc sur l'autofictif, vous cherchez ça sur Internet et vous aurez quelque chose qui vous illuminera votre journée. Et je crois que tu l'as vraiment montré. Mais Hegel disait que la lecture du journal du matin était la prière de l'homme moderne. Voilà. Et je crois qu'on devrait substituer la lecture du journal du matin par celle des 3 aphorismes postés quotidiennement par Chevillard. Eh bien, merci beaucoup, merci François-Henri Désérable, pour tous ces partages et ces belles découvertes. Merci. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. En plus, je n'ai pas, mais évidemment, j'ai très envie de lire. Je ne connais pas du tout, mais en plus, c'est une bête de scène. Ouais. Et c'était très très beau de découvrir. C'est très beau quand il récite. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment très beau. Ça, c'est une chose tellement rare. Je connais très peu de gens. Je connaissais des gens de la génération d'avant qui faisaient ça, ouais. Mais des gens de son âge, je ne connais pas, moi, qui peuvent lire comme ça. Parce qu'il doit en avoir, j'imagine, il les a un peu préparés avant de venir, mais quand même, on sent que il en est pétri et que c'est vraiment une matière à méditation quotidienne. Donc c'est intéressant. Alors,